Alors, première question de cette activité, on demandait d'effectuer l'étude systématique du système, la balle en l'occurrence, pour chacune des trois premières phases. On prendra comme échelle pour les forces 1 cm pour 0,10 N. Alors, l'étude systématique pour les phases 1, 2 et 3. Déjà, le système, c'est le même, c'est la balle de tennis. Le référentiel d'étude dans lequel on étudie le mouvement de cette balle, c'est indiqué, c'est le référentiel terrestre qu'on considérera comme galiléen, ce qui nous permettra d'appliquer le principe d'inertie. Référentiel terrestre, qu'on considère donc galiléen. En effet, le principe d'inertie n'est valable que dans ce type particulier de référentiel. Alors ensuite, on va distinguer les différentes phases du mouvement. La première phase, c'est que la balle est immobile dans la main du manipulateur, elle n'est pas encore jetée. Donc le mouvement du système, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de mouvement, c'est l'immobilité. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système? Alors, les forces qui s'appliquent ici sur le système, qu'est-ce qu'on a? On a la balle, elle est en interaction avec quoi? Qu'est-ce qui est autour d'elle? Eh bien, la Terre, la planète, avec une interaction à distance. La main, elle est en contact avec la main, la balle. Là, on aura une interaction de contact. Et c'est tout, puisque manifestement, la balle, en l'occurrence, elle est dans une salle qui est vide d'air. Donc, ce sont les seules interactions possibles. On aura donc comme force la force exercée par la Terre sur la balle, qu'on appelle le poids. On pourra le noter P par la suite. Et la force exercée par la main sur la balle. Voilà les œufs d'interaction. Ces forces, les deux forces qui s'exercent sur la balle. Est-ce que ces forces se compensent? Eh bien, manifestement, on a un référentiel qui est galiléen. Je peux donc appliquer le principe d'inertie. Et le principe d'inertie nous dit que si un objet est au repos, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc, immobilité. Donc, les forces se compensent. C'est-à-dire que si je fais la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système, ça nous donnera le vecteur nul. Je vais pouvoir donc représenter ces forces. Je vais représenter ici la balle par un point. Je peux représenter la main par un trait, pour simplifier. Quelles sont les forces qui s'exercent? Eh bien, manifestement, donc, j'ai la force exercée par la Terre et la force exercée par la balle. Cependant, pour représenter ces forces, il faut que je connaisse l'intensité de ces forces. Alors, quelle est l'intensité de la force exercée par la Terre sur la balle? C'est le poids. Là, j'ai besoin pour calculer le poids de la valeur de la masse de la balle, 56 grammes. On va donc le calculer ici. Le poids est égal à la masse multipliée par petit g, ce qui nous fait 0,056 kg. Je dois mettre la masse en kg multiplié par 9,81. Et cela lui donne 0,086 multiplié par 9,81. On est sur une force de 0,84 newton. L'échelle qui était proposée, c'était une échelle de 1 cm pour 0,10 newton. Là, j'ai 0,8 cm, donc je vais devoir représenter le poids par un vecteur qui mesure 8 cm. Manifestement, j'aurais dû dessiner la balle à un peu plus haut. Voilà, donc 8,4 cm. Je vais dessiner ma balle ici. Voilà. Le poids donc est vertical exercé vers le bas, 8,4 cm pour cette échelle. Force exercée par la Terre sur la balle. On appelle également le poids. Et là, je mets des flèches quand je représente la force, puisque je représente à la fois la valeur de la force de par la longueur du vecteur, mais je représente aussi la direction et le sens. Et pour ce qui est de la force exercée par la main sur la balle, comme les deux se compensent, eh bien, c'est une force qui sera de même direction, mais de sens opposé, ce qui va me donner un vecteur qui sera comme ceci. Ça va dépasser un petit peu sur le texte, mais on va faire avec. Voilà la force exercée par la main sur la balle. Voilà donc pour les deux forces qui s'exercent sur la balle lorsqu'elle est immobile dans la main.
Deuxième étape du mouvement, on s'intéresse à la situation où alors, deuxième phase, où la balle est mise en mouvement au début. Donc la balle est mise en mouvement, la main remonte assez rapidement, ce qui fait que la vitesse de la balle augmente. On a donc un mouvement qui est rectiligne accéléré. Donc le mouvement, il sera rectiligne accéléré. Donc le mouvement du centre de gravité de la balle. Le bilan des forces qui s'exercent, eh bien manifestement, il y a toujours les mêmes interactions qu'avant, à savoir la force exercée par la main sur la balle et le poids, puisque la balle est toujours en interaction avec les mêmes objets. On n'a rien à rajouter en plus dans notre environnement. Ces forces compensent-elles? Eh bien manifestement ici j'ai un mouvement qui n'est pas rectiligne uniforme. Donc on peut préciser, hein, on n'a ni repos ni mouvement rectiligne uniforme. Dans le référentiel terrestre qui est considéré comme galiléen, j'en déduis donc que les forces ne se compensent pas. La somme des forces qui s'exercent sur le système n'est pas le vecteur nul. Je vais donc représenter ces forces. Alors, cette fois-ci, je vais faire en sorte d'avoir la balle suffisamment haute pour représenter le poids qui a toujours les mêmes caractéristiques, puisque la balle, même si on la lève vers le haut, la balle n'a pas changé. La Terre n'a pas changé non plus, donc la force sera la même. Je vais donc avoir un vecteur qui fait 8,4 cm pour représenter les 0,84 Newton, et c'est le poids. Par contre, la force exercée par la main sur la balle, eh bien, on a une balle qui va voir sa vitesse augmenter dans cette direction. Si la vitesse augmente dans cette direction, qu'est-ce que cela signifie? Imaginez qu'à un instant donné, la vitesse soit comme ci, soit comme ça. La vitesse à un instant donné est comme ceci. On veut que la vitesse d'après soit plus grande. Donc ça veut dire qu'à ce vecteur vitesse-là, on va devoir lui rajouter une variation de vitesse delta v qui est dans cette direction et dans ce sens. Pour que le vecteur vitesse soit plus grand l'instant d'après, le vecteur delta v, donc la variation de la vitesse, doit être dans le même sens et dans la même direction. Pour que le vecteur vitesse de départ plus la variation nous donne l'instant d'après un vecteur vitesse qui est plus long. Or, la somme des forces qui s'exercent sur un système à même direction et même sens que le vecteur delta v, ça veut dire donc que le poids plus la force qui s'exerce sur la balle doivent donner une force dans ce sens-là. Donc voilà le poids. Si je veux qu'au final ça me donne une force dans ce sens et dans cette direction, je dois rajouter au poids une force dans la même direction, dans le sens opposé, mais plus longue. Donc le poids plus une force plus longue va bien nous donner une force totale qui aura cette direction et ce sens. Donc là, j'avais 8,4 cm, donc je vais devoir représenter une force exercée par la main qui est plus longue. Je vais prendre par exemple une longueur de 10 cm, ce qui correspondrait à une force exercée de 1 Newton, par exemple. Évidemment, là, on n'a pas de valeur pour la force. Le tout, c'est de représenter une force exercée par la main sur la balle, qui cette fois-ci est plus grande que la force exercée par la Terre sur la balle. Cette force plus celle-ci, ça va nous donner au final, au total, on peut vérifier si je les additionne, hein. Donc cette force plus l'autre, donc l'autre elle serait comme ceci, vous voyez bien que ça nous donne au final une somme des forces, donc ça serait la somme des forces. Cette force-là, c'est la somme des forces qui est de même direction et même sens que le vecteur delta v. Vecteur delta v qui, ajouté au vecteur vitesse, va donner l'instant d'après une vitesse plus grande. Après, c'est très intuitif, hein, si vous voulez donner une vitesse supérieure à la balle vers le haut, il faut exercer une force plus intense vers le haut que vers le bas. L'étape suivante, la balle est lâchée. La balle est lâchée et elle va continuer à monter. Quel est le mouvement du système? Ben, cette fois-ci, comme c'était indiqué dans le texte, c'est un mouvement rectiligne décéléré ou ralenti. Le bilan des forces qui s'exercent. Alors, cette fois-ci, il n'y a plus de contact avec la main. S'il n'y a plus de contact avec la main, comme la main exerce une force de contact, la force disparaît.
il n'y a plus d'action. Donc la seule force qui va s'exercer, c'est le poids. Comme il n'y a pas d'air, la seule force qui s'exerce, c'est le poids. Les forces se compensent-elles? Il y a une seule force. Donc, forcément, s'il n'y a qu'une seule force, la somme des forces extérieures est forcément différente du vecteur nul. S'il n'y a qu'une seule force, on ne peut pas avoir deux forces qui se compensent. En effet, la somme des forces est différente de 0, donc on n'aura ni repos, ni mouvement rectiligne uniforme. En effet, il est décéléré. Représentation de ces forces, eh bien la balle, je ne dessine plus la main cette fois-ci. La force, c'est le poids. Le poids a toujours la même valeur que la balle soit dans la main ou pas dans la main, puisque la balle ne change pas et la terre ne change pas. L'acteur et le receveur sont tout le temps les mêmes. Donc la force n'a aucune raison de changer. Et on a toujours le poids. Voilà la représentation des forces qui s'exercent sur le système lorsque on est dans la phase 3. On vous indiquait ensuite qu'on avait repris sur le schéma A1 et A2 les positions de la balle toutes les 0,10 secondes. Les vecteurs vitesse sont représentés sur le schéma A1 à l'échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde. On demandait de construire les vecteurs delta V1, delta V2 et delta V3 en rouge sur le schéma. Donc voilà en l'occurrence le schéma en question. Je vais le mettre de côté pour qu'on voit mieux l'ensemble du schéma. Donc c'est un mouvement qui est vertical, je vais le reprendre dans ce sens-là. Et on veut tracer le vecteur delta V1. Alors qu'est-ce que c'est que delta V1? Delta V1, c'est la variation du vecteur vitesse entre cet instant et celui-ci. Delta V1 est égal à V2 moins V1, par définition. Je vais prendre, et je vais donc le représenter ici. Je vais donc prendre le vecteur V2. V2 a une longueur ici de 4 cm, ce qui correspondrait à 4,0 mètres par seconde, manifestement. Je le reprends ici, 4 cm, donc dans la direction verticale. 4 cm, voilà V2. Et je lui retire V1. Donc je vais mettre ici, au bout du vecteur V2, le vecteur moins V1, c'est-à-dire le vecteur dans l'autre sens. V2 moins V1, donc je vais ajouter le vecteur moins V1, ce qui fera bien V2 moins V1. Il fait combien ce vecteur? Il fait 5 cm, ce qui ferait 5 mètres par seconde. Allons-y, 5 cm, voilà, moins V1. V2 moins V1, ça nous donnera ce vecteur-ci. Alors, je ne vais pas le représenter en rouge ici, tant pis. Voilà le vecteur delta V1. Même chose pour construire delta V2. Delta V2, cette fois-ci, delta V2, c'est V3 moins V2. Donc la variation du vecteur vitesse entre cet instant et cet instant. Je vais prendre V3 qui fait 3 cm, 3,0 mètres par seconde. Je le reporte ici, 3 cm. Je retire le vecteur V2 qui faisait 4 cm. Hop, et ça me donne un vecteur delta V2 qui est comme ceci. Delta V2 qui fait 1 cm sur le schéma. Même chose pour delta V3. Delta V3 est égal à V4 moins V3. La variation donc, je prends le vecteur V4. Vecteur V4, je le reporte ici. Moins V3, le vecteur V3, je le reporte là, 3 cm, vers le bas cette fois-ci. Donc V4 moins V3. Ici, c'était bien V3 moins V2. Ça nous donne un vecteur delta V qui fait toujours 1 cm de longueur. Et c'est delta V3. Et enfin, vous avez compris comment ça fonctionnait. Pour déterminer delta V4, je vais faire V5 moins V4. Après, moins avant. 1 cm pour V5, donc un vecteur vertical vers le haut de 1 cm. 2 cm pour V4, donc je repars en arrière de 2 cm, moins V4. Ça nous fait un vecteur delta V qui fait toujours 1 cm de longueur, delta V4. Voilà pour la représentation des vecteurs delta V. Je pense que là, on doit tous les voir sur cette représentation. Oui. Alors, ces vecteurs, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'on peut constater que ces vecteurs sont tous de même direction, verticale, même sens, vers le bas, et même valeur, puisque la longueur de ce vecteur delta V est la même. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le vecteur vitesse va varier tout au long du mouvement, toujours de la même façon. Le vecteur vitesse va varier de façon uniforme, en quelque sorte.
Ça ne veut pas dire que la vitesse est uniforme, ça veut dire que le vecteur, que la variation est uniforme. À partir de ceci, direction et sens. Donc la direction, comme on vient de le voir, elle est verticale. Le sens vers le bas. Et les valeurs, tous 1 cm. Or, 1 cm, ça représente 1 mètre par seconde dans l'échelle qui était donnée dans l'exercice. Donc ça nous fait 1 mètre par seconde. La variation, le vecteur variation de vitesse a une longueur correspond à une variation de 1 mètre par seconde. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comme la direction et le sens sont toujours le même, eh bien si le vecteur variation de la vitesse correspond à 1 mètre par seconde, ça veut dire que toutes les 0,10 secondes, la vitesse change, diminue de 1 mètre par seconde lors de la montée. Les propositions ci-dessous sont-elles cohérentes avec les caractéristiques direction-sens du vecteur variation de la vitesse et la définition d'une force justifiée? Alors, la première proposition, c'est la suivante. Lors de la phase 4, la balle est soumise uniquement à la force exercée. Alors, la phase 4, que je reprenne. Voilà. Lors de la phase 4, la balle quitte la main et monte. Alors, la balle quitte la main et monte. Ça me fait penser au passage que j'ai dû faire une erreur dans la phase 3. Dans la phase 3, j'avais considéré que la balle avait quitté la main. C'est pas ça du tout, hein. La phase 3, c'était quand on met la balle en mouvement, la vitesse augmente au départ, et puis au bout d'un certain temps, quand on a la balle dans la main, la vitesse reste constante. C'était un mouvement rectiligne uniforme. Donc la balle est toujours en contact avec la main. Donc il y a toujours la force exercée par la main sur la balle. Elle y est toujours. Dans ce cas-là, comme c'est un mouvement rectiligne uniforme, et que le référentiel dans lequel on observe ce mouvement est un référentiel galiléen, alors la somme des forces, au contraire, elle est égale à 0. C'est-à-dire que là, je dois représenter la deuxième force qui compense la première, 8,4 cm, qui est celle-ci. Comme ça, je corrige en direct la petite erreur de lecture un peu trop rapide. Voilà. Les forces se compensent puisque la balle, au départ, quand on exerçait une force plus importante que le poids, la vitesse augmentait. Mais au bout d'un certain, lorsque la force exercée par la main sur la balle redevient égale au poids, eh bien, la balle ne gagne plus en vitesse, elle garde tout le temps la même vitesse. C'est-à-dire en quelque sorte que si vous voulez donner de la vitesse à une balle, c'est pas la peine d'exercer une force plus forte tout le temps. Il suffit d'exercer une force plus forte que le poids, juste le temps qu'on donne une vitesse. Et une fois qu'on a la vitesse qu'on veut, eh bien on peut garder la force qu'on exerçait au départ en permanence. Je reprends donc la proposition. Donc la phase 4, c'est quand par contre la balle a quitté la main et qu'elle a donc son mouvement vertical vers le haut avec la vitesse qui diminue, donc mouvement rectiligne ralenti, décéléré. Alors, là, on vous dit que la balle est soumise uniquement à la force exercée par la main sur la balle, laquelle s'exerce verticalement vers le haut. Alors, on peut déjà éliminer ici, parce que la main ne touche plus la balle. Si la main ne touche plus la balle, alors la force exercée par la main sur la balle n'existe plus, puisque c'est une force de contact. Donc là, c'est pas possible. F de main sur balle. Deux points, c'est une force de contact, mais il n'y a plus contact. Ici. Donc la proposition 1 est forcément fausse. Ce n'est pas la force exercée par la main sur la balle qui fait que la balle monte. Il faut bien se dire que si tout d'un coup, lorsque je lâche la main, toutes les forces qui s'exercent sur la balle disparaissaient, même le poids, eh bien, que ferait la balle? Elle aurait un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la balle continuerait tout droit à vitesse constante. Le mouvement de la balle serait un mouvement naturel qui n'a pas besoin de force pour continuer. Lors de la phase 4, la balle n'est soumise qu'à son poids, lequel est constant et s'exerce verticalement vers le bas. Alors qu'à son poids? Bien oui, c'est correct. Si je touche plus la balle, la seule interaction qu'il y a, c'est avec la terre, donc c'est correct. En plus, cette force s'exerce verticalement vers le bas. Le poids, c'est la seule force. Elle s'exerce verticalement vers le bas, comme le vecteur delta V. Or, delta V a la même direction et le même sens que la somme des forces. Donc, manifestement, c'est cohérent. Ok. Delta V et P
en même direction et même sens. Petit 3, lors de la phase 4, la balle est soumise à son poids et à la force exercée par la main sur la balle. Ces forces ont les mêmes caractéristiques que lors de la phase 3. Alors, même chose, force exercée par la main, on peut l'éliminer puisqu'il n'y a plus de contact. Et enfin, proposition 4, lors de la phase 4, la balle est soumise au poids et à la force de propulsion exercée par la main. C'est toujours faux puisque la main n'est plus en contact, donc n'exerce plus de force. Donc toutes les propositions, quelles qu'elles soient, qui proposaient que c'était la main qui était responsable du fait que la balle monte, sont des affirmations fausses, puisque la main n'est pas en contact. Lorsque je lâche la balle, la vitesse de la balle va diminuer. Pourquoi? Alors déjà, pourquoi est-ce que la balle continue à monter? Eh bien parce que le mouvement rectiligne uniforme est quelque chose qui ne nécessite pas de force. Donc la balle continue à monter parce qu'elle avait une vitesse initiale, mais on a une force qui s'exerce vers le bas, donc cette force va avoir pour effet de baisser cette vitesse, de réduire, de diminuer cette vitesse. Représenté sur le schéma A2 en bleu, là où les forces qui s'exercent sur la balle aux positions M1, M2 et M3. C'est parti. Échelle 1 cm pour 0,1 Newton toujours. Eh bien, alors là, on va avoir du mal à le tracer, puisque 8 cm, manifestement, je n'ai pas choisi la meilleure échelle. On va choisir... Donc je vais le faire plutôt pour les points suivants. Donc 8 cm, 8,4 cm. Voilà la force exercée sur la balle quand on est en position M2. La force exercée sur la balle, je vais décaler un peu pour qu'on les voit mieux quand elle est en position M3. La force exercée sur la balle, je décale un petit peu juste pour qu'on puisse le voir lorsqu'elle est en position M4. Je les représente ici, voilà. Donc voilà la force exercée en position M2, la force exercée en position M3, la force exercée en position M4. Elle est toujours verticale vers le bas et de norme 0,84 Newton, comme on l'a calculé précédemment. Question 5. Le point M6 correspond à la position la plus haute de la balle. Prévoir les positions de la balle toutes les 0,10 secondes lors de la phase 5. Justifié. Donc, je vais le refaire dans ce sens-là pour qu'on voit mieux. Donc la balle est montée et en position M6, elle est au point le plus haut. Donc sa vitesse est nulle. Quand elle est en M6, la vitesse est nulle. Mais la force qui s'exerce sur la balle est tout le temps la même. Donc qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Eh bien, si la force est la même, les vecteurs variation seront les mêmes. Les vecteurs delta V seront toujours les mêmes. Delta V, delta V, delta V sera ici le même, delta V sera ici le même. Donc si delta V est aussi le même et que là la vitesse est nulle, eh bien, tout simplement, c'est que ça va repartir dans l'autre sens. Le mouvement va repartir dans l'autre sens et les vitesses vont augmenter de la même façon qu'elles diminuaient. Forcément. Donc je vais avoir exactement les mêmes vecteurs vitesse au point M7 qui sera celui-ci, le point M8 qui sera celui-ci, M9, M10, M11, ce sera exactement les mêmes positions toutes les 0,1 seconde, mais le vecteur vitesse donc sera le même, mais le sens opposé. Même direction, même sens, mais le sens opposé. Donc V5, ça sera ce vecteur, mais dans l'autre sens. V4, ce vecteur, mais dans l'autre sens. Même chose pour V3. Alors, V, ça sera plutôt V7. V8 sera ce vecteur, mais dans l'autre sens. V9, ce vecteur, mais dans l'autre sens. V10, ce vecteur dans l'autre sens. Et puis, vous avez compris le truc. V11, ce vecteur-là, mais dans l'autre sens. Par symétrie, la force est la même, donc les effets seront le même. L'effet ici, c'était de baisser la vitesse. L'effet, quand la vitesse est nulle, ça sera de réaugmenter la vitesse, mais avec la même variation. Donc si c'est la même variation, ça sera les mêmes vecteurs. On s'intéresse maintenant au mouvement de la balle, mais en présence d'air. Les positions du centre de la balle lors de la phase 4 sont repérées toutes les 0,10 secondes. Sur ces schémas, les vecteurs vitesse sont représentés à l'échelle 1 cm pour 1 mètre par seconde. Construire des vecteurs delta V. Alors, les vecteurs delta V, on va reprendre le raisonnement qu'on avait eu précédemment. C'est delta V1, V2 et V3. Donc delta V1, je prends V2 moins V1. V2, ça représente 3,3 cm. 3,3 cm, voilà V3. Je retire c'est pas V3, c'est V2. V1, 4,8 cm, 4,8 cm, je repars en arrière, 4,8. Voilà, j'y suis. Ce qui me fait un vecteur delta V qui est comme ceci.
delta V1. On notera qu'il est plus grand que delta V1 en présence d'air. Delta V2, V3, 2 cm, et là c'était 3,3, donc je reporte V3, et je retire V2. Ce qui nous donne ce vecteur delta V, qui est un peu plus grand que celui-ci aussi, delta V2. Ensuite, V4, 1 cm, moins V2, 2 cm. V4, moins V2, ce qui nous donne un vecteur delta V, delta V3, qui est comme ceci. Cette fois-ci, le vecteur delta V3 est le même que celui-ci. Alors, aux incertitudes de mesure près, bien entendu, on est limité par la précision de la règle. La différence qu'on voit ici, c'est que les vecteurs delta V n'ont plus la même longueur au cours de la montée. Ce ne sont plus les mêmes vecteurs delta V. La variation du vecteur vitesse change. Si la variation du vecteur vitesse change, ça veut dire forcément que la somme des forces qui s'exercent sur la balle change au cours de la montée. C'est forcément que les forces ne sont pas les mêmes. Là, elles étaient les mêmes, même cause, même conséquence, même poids, même variation du vecteur vitesse. Là, conséquences différentes, donc causes différentes. Question 7. En comparant les vecteurs delta V du mouvement avec air et sans air, justifiez qu'en présence d'air, la balle est soumise à une autre force qu'à son point. Comme on l'a dit, alors je ne vais pas le rédiger ici, je vais le dire à l'oral, mais en présence, donc comme je l'ai précisé, le vecteur delta V voit sa valeur diminuer. Alors d'ailleurs, je ne l'avais pas précisé, on devait l'indiquer ici, les valeurs. Direction verticale, sens vers le bas, et les valeurs, alors delta V1, je mesure, combien ça fait 1,4 cm, 1,4 cm, donc 1,4 m par seconde. La variation est de 1,4 m par seconde. Delta V2, delta V2, 1,2 mètres par seconde, et alors environ évidemment, on est limité à la précision des mesures, et delta V3, 1,0 mètres par seconde. Voilà donc pour les valeurs de delta V. Donc delta V varie. Je vais comme le reprendre. Delta V varie. Or, la cause de ce delta V, or P, est égale à constante. En tout cas, c'était la cause lorsqu'il n'y avait pas d'air. Par conséquent, si delta V varie, c'est que la cause doit varier. Donc, la somme des forces extérieures... Alors, on va plutôt faire comme ça. Delta V varie, j'en déduis donc que la somme des forces extérieures varie aussi. Or, P, constante. Par conséquent, il existe une autre force. Précisez quelle est la direction et le sens de cette force. Alors, delta V, on voit que la valeur diminue. Ça veut dire que la force globale, qui était ici uniquement le poids, est de plus en plus faible. Donc comment est-ce que la force globale peut être de plus en plus faible? C'est que forcément, au poids, va se rajouter une force qui va avoir pour effet de réduire la force totale. Donc si je veux que la force totale soit plus faible, il faut que au poids, que je peux représenter à nouveau ici, il faudrait que à la force qui est le poids, 8,4 cm puisque 0,84 Newton, je rajoute une force qui donne au total une force plus petite. Donc je vais devoir rajouter une force comme celle-ci, par exemple, une force de même direction mais de sens opposé. Si à ce vecteur je rajoute ce vecteur-ci, ça va me donner un total qui est plus faible. Donc, alors, je suis en train de vous dire des bêtises. Le delta V est dans ce sens-là. Je suis en train de vous dire des bêtises. Le delta V là est plus grand que celui-ci. Si ce delta V est plus grand que celui-ci, ça veut dire que la force est plus grande. Autant pour moi. La force est plus grande. J'étais en train de raisonner sur la chute, sur la descente. Donc, ça veut dire qu'on a une force plus grande. Donc, on va devoir rajouter au poids une force qui va donner quelque chose de plus important. Cette force, je peux la représenter comme ceci.
Quelle est cette force? Ben, c'est la force exercée par l'air sur la balle. Un peu plus loin, le delta V est plus faible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette fois-ci, la force est plus faible qu'avant. Là, j'avais le poids plus la force là qui s'ajoute. Là maintenant, je vais me retrouver avec une force qui est plus faible puisque la cause est plus faible. Donc ça veut dire que la force exercée par l'air sera forcément plus faible. Et puis ici, la force exercée par l'air était plus importante. Voilà. Donc le poids, c'est le même partout. Je ne vais pas le redessiner à chaque fois. Hein. Le poids, c'est le même partout. Mais la force exercée par l'air, qui se rajoute au poids, va avoir une intensité qui diminue avec la montée, puisque la conséquence de la somme de ces forces est de plus en plus petite. Si la conséquence est de plus en plus petite, c'est que la force totale est de plus en plus petite. Et donc la force qu'on a rajoutée est de plus en plus faible également. J'ai répondu à la question 8, schématiser ces deux forces, je l'ai fait au point M2, le poids, la force ici, la même chose, la force n'est plus petite et le poids qui est la même longueur que là, la force ici qui est plus grande que là, la force exercée par l'air, et le poids qui est de la même longueur que là, et que là, je ne les ai pas représentés parce que ça serait vite illisible.